Alors là, voilà un thème qui ne laisse personne indifférent. On en a tous entendu parler, sans véritablement savoir de quoi il s'agit. Il y a l'hypnose spectacle, il y a l'hypnose qui est pour le bien-être, il y a l'hypnose médicale, il y a l'hypnose scientifique, il y a l'histoire de l'hypnose. Et justement, l'histoire de l'hypnose commence sur un malentendu. Oui, ça commence sur un malentendu, parce que le terme d'hypnose vient de hypnos, le dieu grec qui est le dieu du sommeil. Et le souci, c'est que du coup, on pense et on se dit l'état d'hypnose, c'est un état de sommeil, alors que pas du tout. L'état d'hypnose, c'est un état d'hyper-éveil. Et cette hypnose nous a fait bien du mal et a donné bien des fausses idées. Justement, pour garder des bonnes idées, des vraies idées, voyez ce qui suit. Et ensuite, on répond à toutes les interrogations qui sont les vôtres. Vos paupières sont lourdes, vous n'entendez que ma voix, rien que ma voix, et quand je claquerai des doigts, vous dormirez. Du latin upnoïm, qui signifie endormir, l'état d'hypnose désigne l'état de conscience modifié. En gros, quand vous êtes à la fois en état de sommeil et de veille. Et l'hypnose, ça sert pour tout. Arrêtez la cigarette, soignez votre peur des araignées, limitez la consommation de sucre, aidez à surmonter des chocs ou encore accoucher sans douleur. Mais attention, il en existe plusieurs formes. Vous êtes prêts ? La première, la plus spectaculaire, est créée en 1841 par un médecin autrichien. Elle consiste à vous faire croire à une certaine réalité. Les serpents deviennent inoffensifs et vous ne vous appelez plus Marc, mais Jeannette. La deuxième, la plus courante, date du XXe siècle. C'est l'éricksonienne. On entre dans l'inconscient de la personne hypnotisée en faisant appel à des images et des rêves. Vos sens changent, un bain chaud peut vous paraître complètement gelé. De plus en plus utilisée dans le milieu hospitalier, elle permet aussi de soigner la timidité, la confiance en soi, la douleur et la dépendance. Et enfin, tenez-vous bien, la troisième, c'est l'auto-hypnose. Ça se pratique tout seul et même parfois sans s'en rendre compte. Ça vous permet de vous déconnecter plusieurs fois par jour, en lisant ou en étant dans la lune. Une sacrée pause pour le cerveau. En revanche, face à l'hypnose, tout le monde ne réagit pas pareil. Plus on y est confronté, et plus c'est bénéfique et rapide. Un peu comme un sport. Plus vous vous entraînerez, meilleur vous serez. Alors écoutez bien ma voix et laissez-vous tenter. On va se laisser tenter parce que c'est fascinant le monde de l'hypnose finalement. Les chamans, par exemple, pratiquaient une forme d'hypnose ou pas ? Oui, bien sûr. C'est pour ça. Historiquement, ça remonte à très loin. Mais le chaman, il était à la fois prêtre et médecin. Et on considérait, à cette époque-là, c'est des religions animistes, que le médecin agissait la possession par les esprits et il créait une transe hypnotique qui permettait de faire sortir l'esprit du corps. Et ensuite, le corps médical s'est intéressé à l'hypnose, évidemment, avant la Révolution, après la Révolution, au XVIIIe, au XIXe et encore plus au XXe siècle, évidemment. Il faut distinguer plusieurs formes d'hypnose. Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de différencier trois sortes d'hypnose, parce que je pense qu'effectivement, il y a d'un côté l'hypnose de spectacle, où les suggestions sont très directes. Voilà, c'est Mesmer qui a emprunté son nom à Mesmer, Franz Anton Mesmer, un Autrichien, avec 2 S. Et lui, c'était avant la Révolution. Exactement. Et effectivement, ça, c'est une forme d'hypnose très différente que nous, on n'utilise absolument pas. Nous, on utilise l'hypnose ericksonienne à visée principalement thérapeutique. L'auto-hypnose, on considère que ça fait partie de l'hypnose ericksonienne. Et voilà, c'est la même chose. D'accord. Cependant, il y a l'hypnose, l'hypnotisme, l'hypnothérapie. Là, on peut parler de 3 choses différentes ? On va parler d'hypnose comme d'un état de conscience modifié. Alors nous, on utilise plutôt le terme de transe hypnotique. Et après, voilà, l'hypnothérapie, c'est une forme de thérapie, généralement plutôt une thérapie brève, sur quelques séances, qu'on va combiner à ce qu'on appelle les thérapies brèves. Comment ça marche ? Comment ça fonctionne, l'hypnose ? Parce que c'est pas de la magie, c'est pas du magnétisme. Comment ça fonctionne ? On agit sur le conscient, le subconscient, l'inconscient ? Alors, oubliez le terme de subconscient. On va l'oublier et l'effacer. Aujourd'hui, on est sorti complètement de ces théories freudiennes de l'inconscient qui ont été, les neurosciences ont démontré que ça n'existait pas. On parle effectivement de lien entre le conscient et l'inconscient en focalisant son attention. L'idée, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on crée un état modifié de conscience, qu'on va appeler transe, et qui est un état d'hyper-éveil. Alors, ça, je veux bien le comprendre, mais comment on passe d'un état
normal, le mien en ce moment, vous ne m'avez... Bah si, Françoise, quand même. Dites donc. Si, je vous jure, d'un état trance ou d'un état en hypnose, en état d'hypnose. L'idée, c'est un petit peu de focaliser son attention. Après, on peut se mettre en transe et se retrouver dans un état à peu près proche dans certaines circonstances qu'on vit tous les jours. Par exemple, quand vous êtes au volant de votre voiture, vous allez de Limoges à Bordeaux en voiture, vous allez... à un moment, vous mettre un petit peu à regarder à droite, à gauche, et puis vous allez peut-être passer une demi-heure sans voir ce que vous faites, mais s'il y a le moindre obstacle, vous allez être ces gens, tout de suite réactif. je fais Angoulême, Bordeaux, je passe le rond-point juste après la 4 voies avant Roumazières, et je me dis, mais le rond-point, je l'ai passé ou je ne l'ai pas passé? Vrai, ça, on est dans un état déjà. C'est un lien particulier qu'on crée. Ça nous arrive très entre souvent, en fait. Conscient et inconscient, mais l'inconscient est très très important. Et effectivement, nous, ça nous donne un accès à l'inconscient et à tous ces gestes automatiques qui souvent sont des gestes et des automatismes pathologiques. Donc vous utilisez ça pour aller plus loin. Bien vous sûr. utilisez un état normal pour aller plus loin, ou un état courant en tout cas. Mais alors ce qu'on a vu dans le film, ce monsieur qui tombe d'un coup sur son lit, ça c'est pas possible. Enfin, c'était pour l'image. En fait. Oui, mais... Restez assise, Françoise, tout va bien se passer. Oui, je voudrais pas tomber. Romain, une question pour vous, docteur Éric Charlon, l'écoute. Bonjour, je m'appelle Romain, je viens d'Agen et j'avais une question sur l'hypnose. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus réceptive à l'hypnose qu'une autre ? Alors ça, en préparant cette séquence, Éric Charles, certains nous ont dit « Ah ouais, moi je suis hyper réceptive », d'autres nous ont dit « Ah moi, on a essayé, je suis absolument pas réceptive, ça me déclenche un fou rire ». Comment on explique que l'un ou l'autre ne réagissent pas de la même manière? On est tous réceptifs à l'hypnose. Plus ou moins, selon une intensité, on va entrer en transe de façon plus ou moins profonde, mais contrairement à l'hypnose type spectacle, où une personne sur 10 va y être réceptive, et d'ailleurs il y a tout un préparatif pour repérer quelles sont les personnes réceptives, nous, on considère que tout le monde est réceptif. C'est une question d'envie, de volonté et de confiance. C'est-à-dire que si vous êtes assez motivé pour aller mieux et pour changer des choses, je serai réceptif. Vous serez réceptif. Si je viens vous voir en vous disant foutaise et que j'ai pas forcément envie d'être réceptif, je ne le serai pas. Ça ne marche. Faut pas y aller. Ouais, évidemment. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a, alors, on pourrait presque appeler ça des indicateurs de transe, quoi. Vous voulez pratiquer l'hypnose sur moi? Est-ce que je vais, pour le coup, transpirer des indicateurs qui vont vous signaler que ça y est. Je peux être réceptif. Oui, tout à fait. Il y a les mouvements des yeux qui peuvent se ralentir, le pouls qui va ralentir, vous allez avoir une respiration qui va se modifier. Alors nous, on essaie de se synchroniser avec la respiration. Vous parlez le langage de l'autre. Voilà, en fait. Exactement. L'idée, c'est de se mettre un petit peu sur la même longueur d'onde. On peut avoir même des phénomènes de catalepsie. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on induit des mouvements de rigidité d'un membre. Alors, il faut faire attention, parce que des fois, après la séance d'hypnose, la personne peut rester dans ce mouvement et peut même avoir des crampes. Des difficultés, ne peut pas Mais alors ça, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. J'ai quelqu'un qui est très proche dans ma vie et qui a fait une formation en hypnose et à qui on a laissé le bras comme ça pendant un quart d'heure. Et pendant 2 jours, elle a eu des courbatures parce que forcément, c'est pas une position normale. Ah oui. Donc ça agit aussi sur le corps. La modification du pouls, le rythme cardiaque? Oui, tout à fait. Oui, la respiration. On peut entraîner des amnésies aussi, ce qu'on appelle... On parle des fois d'amnésie post-hypnotique, c'est-à-dire qu'on suggère à la personne sous hypnose que si elle veut, elle peut oublier des choses qui la dérangent. Ça peut arranger parfois, ça peut arranger. Aujourd'hui, on utilise l'hypnose pour quoi ? Alors, c'est intéressant parce qu'on a eu un rapport de l'Académie de médecine très récent qui a reconnu l'hypnose comme une thérapie alternative, donc ça c'est assez rare pour être souligné, et on a de nombreuses indications. Alors dans le domaine de la médecine, on l'a dit un petit peu, vous avez vu dans le petit reportage qui en parlait, mais ça peut être en médecine générale, ça peut être dans la douleur, et comme on l'a dit, il y a aussi des opérations chirurgicales qui peuvent être faites sous hypnose. Alors ça se pratique de plus en plus à Nantes. C'est l'un des premiers hôpitaux qui a fonctionné comme ça. On peut pratiquer des
des opérations chirurgicales sous hypnose. Oui, bien sûr. À Liège, par exemple, il y a eu plusieurs centaines d'opérations de la thyroïde sous hypnose avec des résultats étonnants. Pareil pour la douleur. Dort dans ce cas-là, ou elle est simplement... Alors, non, l'idée c'est... Alors, on agit sur deux choses. On parle d'hypnosédation. Donc, effectivement, on va faire une sédation douce, un peu comme on donnerait un médicament qui va sédater, qui va légèrement endormir, enfin rétrécir peut-être un petit peu le champ de conscience. Et puis, on a aussi une hypnoanalgésie. C'est surtout là-dessus qu'on agit en diminuant la sensation de douleur. Ça veut dire quoi? On dévie l'attention. Par exemple, vous allez me faire penser à des moments heureux, on crée un état de joyeux pour dissociation. moi. C'est-à-dire que je ne vais plus me concentrer sur mon opération, mais je vais me concentrer sur une balade, sur une plage que j'ai aimée. Je vais vous amener dans un endroit, voilà, exactement. Je vais vous amener dans un endroit, un lieu de sécurité, un endroit où vous êtes bien, et vous allez. C'est ce qu'on appelle une dissociation de la pensée. C'est-à-dire que votre corps est là avec moi, mais votre esprit va vagabonder et va aller là où il veut. Et il y a des modifications au niveau du cerveau, vraiment, qu'on peut observer sur l'imagerie cérébrale. Alors, il y a une expérience qu'on a peut-être déjà fait à la maison. Enfin, aussi, on en a déjà parlé. En tout cas, c'est une expérience assez facile. C'est la fameuse expérience du citron. Oui. Vous nous en parlez? Oui, je peux même vous la faire en 30 secondes. J'aurais pu même d'ailleurs vous faire l'expérience de la fraise, parce qu'on est entouré de fraises. Et puis voilà, je sais que depuis le début de l'émission, la plupart d'entre vous qui nous regardez, vous êtes en train de vous dire « Mais pourquoi j'ai pas de fraises à la maison ? Pourquoi ?» Et vous êtes tous en train de vous poser cette question. Et on peut imaginer, prenez donc un autre fruit, Christophe, vous en parlez, vous pouvez imaginez-vous comme moi là, que vous tenez, comme moi là en ce moment, vous voyez bien, je tiens un citron dans la main. Je ne sais pas si vous le voyez, peut-être pas très très bien, mais imaginez-le si vous le voyez bien. Et imaginez que vous aussi, vous tenez un citron dans la main. Imaginez que ce citron, vous allez le découper en quartiers. Alors là, vous allez pouvoir ressentir l'odeur du citron. Vous savez, l'odeur du citron, vous pouvez prendre un citron vert, un citron jaune comme le mien. Vous voyez, c'est un beau citron jaune, mais si vous préférez un citron vert. Et puis, vous allez l'approcher de vous, vous allez le sentir. Et puis, vous allez le goûter. Est-ce que vous sentez le goût du citron qui ruisselle, cette acidité agréable pour certains, un peu moins pour d'autres, et vous sentez ce goût en vous? Vous pouvez y regoûter en même temps que moi je le fais. Et puis après, voilà, vous pouvez... Et on salive. Oui, ça fait et là, ça marche, Françoise, ou pas? Vous avez salivé? J'ai eu ça, c'est un petit peu la salive qui est acide. Ça, c'est un truc qu'on utilise dans les trucs astuces de prise de parole en public. Quand on a la bouche sèche, on rentre chez soi, on mord dans un citron à pleines dents, et après, simplement le fait d'y penser, on salive. Voilà. Et ça donc, fonctionne. si vous avez salivé, écrivez à Christophe, je vais vous donner son numéro personnel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous allez donner pendant le reportage, comme ça personne n'entendra, si vous voulez bien. C'est Patricia Mondon qui vous propose justement de découvrir comment l'hypnose est utilisée à l'hôpital de Bordeaux, CHU de Bordeaux. Vous allez voir, c'est très surprenant. Et ça résume effectivement tout ce que vient de vous dire le docteur Éric Charles. Loin du monde du spectacle et de la magie, l'hypnose médicale est entrée au CHU depuis quelques années. Au pôle gériatrique, 75 soignants la pratiquent au quotidien, instaurant une nouvelle relation avec les patients. Allez, ça va vous faire du bien. On nous apprend durant la formation à avoir une voix assez posée, mais aussi un peu forte, car nos personnes âgées sont souvent sourdes. Et le vocabulaire est également choisi puisque nous évitons la négation. Donc au lieu de dire « ne vous inquiétez pas », on dit « rassurez-vous ». Comment ça va la tête? Par la parole, le geste et le regard, l'hypnose apaise. Elle s'utilise dans bien des domaines de la médecine et de la chirurgie. En gériatrie, ces patients fragiles en tirent un véritable bénéfice. Ça permet d'éviter certains médicaments qui sont mal tolérés par la personne âgée, en particulier les anxiolytiques et les morphiniques. Et donc ça diminue le recours à tous ces médicaments en leur donnant du bien-être et en diminuant la douleur ou l'anxiété. Cela va permettre aussi de faire des soins techniques dans de meilleures conditions. Mais surtout, ça va permettre aux patients de vivre le soin de façon plus douce et agréable. Hospitalisée depuis quelques semaines, Jeanne est anxieuse. À 93 ans, elle teste l'hypnose. Les épaules vont se détendre complètement. Voilà, vous les sentez? J'ai jamais eu ça de ma vie. Non, ça, je me rappellerai toujours, cette séance. Je n'oublierai pas celle-là. Vous vous sentez bien?
Positive et bienveillante, la relation soignant-patient est au premier plan. C'est un outil de communication vis-à-vis des malades, des patients qui sont très angoissés, très asthéniques, qui sont aussi très douloureux. Je me sens hors d'ici. On constate au quotidien que ça apporte un apaisement, un soulagement. Moi, je suis amenée à le proposer régulièrement, autant de l'hypnose conversationnelle que de l'hypnose formelle, si vous voulez. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse rendre vraiment le patient acteur de sa prise en soin. Je ne sais pas si à terme toute l'équipe sera formée. Néanmoins, on voit un impact au quotidien vis-à-vis de la prise en soin des patients. Des champs d'application multiples, une récupération des patients beaucoup plus rapide après des soins, l'hypnose est devenue un outil thérapeutique à part entière. Voilà, passionnant, hein, évidemment, le commentaire aussi de Patricia, outil thérapeutique à part entière pour soigner la dépression, les crises d'angoisse, le stress, pour soigner les addictions, tabac, alcool, Internet, les addictions au sexe aussi, on sait que ça fonctionne évidemment. Est-ce que ça peut aussi fonctionner pour préparer mentalement, par exemple, un sportif de haut niveau ? Oui, bien sûr. Alors, c'est même particulièrement efficace et effectivement, c'est quelque chose que l'on peut faire et que l'on peut utiliser avec des sportifs, d'ailleurs, quel que soit le niveau et quel que soit l'objectif. Après, l'idée, c'est de s'adapter à l'objectif du sportif. Ça, on le détermine avant la séance d'hypnose ? Oui, bien sûr. Pour accéder à ? L'hypnose n'est qu'un outil. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « je veux faire de l'hypnose », ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est de déterminer quel est le problème, quel type de problème on va aborder. Et là-dessus, on peut utiliser l'hypnose couplée aux thérapies brèves. Vous en savez plus sur l'hypnose, vous pouvez bien sûr réagir.